Bonjour à tous, bienvenue sur Patrimoine en action, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du private equity, une classe d'actifs un peu à part dans le monde de l'investissement et surtout qui est souvent difficile d'accès pour les particuliers. Vous allez voir que c'est une thématique intéressante, d'une part en termes de diversification de patrimoine et d'autre part en termes de performance, si vous savez faire la bonne sélection. Pour votre information, je vous parle de ce sujet en connaissance de cause puisque j'ai moi-même travaillé dans un fonds de private equity en tant que directeur d'investissement pendant 6 ans et donc je connais particulièrement bien ce secteur d'activité. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer sur le private equity qu'on appelle également capital investissement en français. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est exactement, comment ça marche, quels sont les risques et surtout quelles sont les solutions pour investir dans cette classe d'actifs si vous êtes un particulier. Commençons par une définition. Qu'est-ce que c'est exactement le private equity? Equity en anglais, ça correspond aux actions d'une société. Et private, ça veut dire privé par opposition à public. Public en anglais, dans cette situation-là, ça veut dire coté en bourse. Donc private, ça va vouloir dire non coté en bourse. Private equity, c'est donc les actions non cotées. Et l'investissement en private equity, ça correspond à l'investissement dans des sociétés qui sont non cotées. Il y a deux choses importantes qui découlent de cette définition. La première chose, c'est le caractère illiquide de ces investissements en private equity. Quand vous êtes investisseur dans une société non cotée, eh bien vous n'avez pas la possibilité de revendre vos titres facilement et rapidement. Donc c'est très différent d'un investissement dans une société cotée. Quand vous investissez dans une société cotée, eh bien vous pouvez le matin investir et juste une heure après décider de tout revendre sur le marché, ça ne pose pas de problème. Donc ça, c'est vraiment une différence très importante. Pour vous donner un exemple, dans la plupart du temps, quand vous investissez dans un fonds de private equity, l'équipe de gestion va vous demander un engagement de ne pas demander le remboursement de votre argent pendant une certaine période. Et d'habitude, cette période est assez longue, c'est au minimum 5 ou 6 ans et ça peut aller jusqu'à 10 ou 12 ans. Donc la plupart du temps, avec les fonds de private equity, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc vous voyez que ce caractère illiquide, il est très fort, il est très marqué. Et c'est pour ça, et c'est ça qui explique que la plupart du temps, il y a une décote qu'on appelle une décote de liquidité entre des titres cotés et des titres non cotés. Si vous prenez deux sociétés équivalentes, l'une qui est non cotée et l'autre qui est cotée, eh bien celle qui est non cotée va avoir la plupart du temps une valorisation plus faible que celle qui est cotée pour eh bien, simplement prendre en compte cette illiquidité. La deuxième chose qui découle de cette définition, c'est que ces investissements en private equity vont avoir tendance à être assez décorrélés des fluctuations des marchés financiers. Donc ça, c'est une caractéristique assez intéressante, notamment en termes de construction de portefeuille. Il est toujours intéressant d'avoir dans son portefeuille des actifs qui ne vont pas évoluer de la même façon. Pourquoi? Parce que quand vous avez cette décorrélation, ça vous aide à diminuer la volatilité de votre portefeuille. Par exemple, vous allez diminuer l'ampleur des drawdowns. Les drawdowns, c'est les baisses que vous avez en termes de valeur de votre portefeuille après avoir atteint un pic. Hein, donc ça, c'est souvent un indicateur qu'on regarde beaucoup quand on fait de la gestion de portefeuille. Et donc c'est toujours mieux d'avoir des drawdowns qui sont de pas trop grande ampleur. Pourquoi? Parce que ça vous aide à ne pas faire des erreurs de gestion, par exemple à vendre des participations qui ont une très forte moins-value latente. Voilà, donc ça va vous aider à ne pas faire d'erreurs, tout simplement parce que vous allez voir que de façon globale, votre portefeuille n'a pas trop varié. Globalement, il y a deux façons d'investir dans le private equity. Ou bien vous investissez en direct. Dans ce cas-là, vous allez acheter directement des actions des sociétés non cotées. Donc vous allez avoir une relation directe avec ces sociétés-là. Votre nom apparaîtra directement dans le registre des titres de la société. Donc ça, c'est la première méthode. Et la deuxième méthode, c'est de le faire de manière indirecte. Donc dans ce cas-là, vous passez eh bien, via des fonds d'investissement ou alors des sociétés d'investissement à qui vous confiez votre argent. Et ensuite, ces sociétés-là ont eh bien, des équipes de gestion qui vont, elles, faire l'investissement, le processus d'investissement dans ces différentes sociétés non cotées. Elles vont les analyser, les sélectionner et ensuite assurer le suivi de ces investissements. Donc dans le premier cas, quand vous faites ça en direct, eh bien c'est vrai que c'est plus compliqué. Ça demande des contacts, d'avoir des contacts auprès de sociétés
non cotés pour pouvoir dire que vous êtes intéressé et ensuite investir. Il faut être aussi accepté par ces sociétés. Dans certains cas, on peut passer via des clubs d'investissement, des réseaux de business angels qui vont vous aider à vous mettre en contact avec les sociétés non cotées en question. Et dans le deuxième cas, quelque part, c'est un peu plus simple. Voilà, il faut simplement trouver un fonds, une société d'investissement qui vous convient, et ensuite, c'est l'équipe de gestion qui va faire le travail d'investissement. Pour être clair, en termes de montant, c'est vraiment les investissements qui sont faits de manière indirecte, hein, qui représentent la plus grosse partie aujourd'hui du private equity dans le monde. Et donc la suite de la vidéo, je vais me focaliser sur cette partie-là, vraiment pour vous expliquer bien comment fonctionne ce processus d'investissement quand on le fait de manière indirecte. Je vous ai fait un schéma ici pour bien comprendre ce cas de figure. Donc vous avez des flèches qui correspondent chacune à des flux d'argent et donc trois blocs, les investisseurs, l'équipe de gestion et les sociétés non cotées. Donc dans l'ordre, ce sont les investisseurs ici sur la gauche qui vont investir, confier leur argent à une équipe de gestion. Donc souvent on parle de souscription, hein, pour le cas du fonds d'investissement. Ensuite, l'équipe de gestion va faire son travail de sélection des sociétés non cotées et donc elle va réaliser le processus d'investissement. On a la flèche ici investissement. C'est des investissements qui sont faits pour des durées assez longues, donc au bout de quelques années, les participations vont être revendues. À ce moment-là, l'argent revient vers l'équipe de gestion. C'est les ventes qu'on a ici. L'équipe de gestion, elle, est rémunérée. Alors, elle se rémunère d'habitude de deux façons. Elle a à la fois des frais de gestion qui correspondent à un pourcentage des montants gérés et elle prend également une quote-part de la plus-value qui est réalisée sur les opérations. Et enfin, l'argent est restitué aux investisseurs. Donc ici, c'est la dernière flèche, les remboursements. Donc l'argent revient vers les investisseurs. La boucle est bouclée. Normalement, les investisseurs réalisent à ce moment-là une plus-value. Maintenant, je vais détailler bloc par bloc. On commence par les investisseurs. Qui sont-ils exactement? Donc majoritairement, les investisseurs dans le private equity, ce sont des institutionnels. Ça veut dire que ce sont des fonds de pension majoritairement, également des compagnies d'assurance qui ont beaucoup d'argent à investir et qui vont décider de placer une partie, un certain pourcentage de leur portefeuille sur ce type de produit. Alors, ils classent d'habitude ce type de produit dans la catégorie qui est appelée investissement alternatif. Donc, ça veut dire qu'ils considèrent quand même que c'est assez risqué et ça va rarement représenter plus de 5% de l'allocation globale de leurs investissements. Ensuite, les personnes qu'on retrouve ici au niveau des investisseurs, ça va être également des family office, ça veut dire des structures qui gèrent l'investissement de familles fortunées, ou bien des investisseurs individuels qui ont des gros montants à investir. Alors pourquoi je dis des individus fortunés? Tout simplement parce que très souvent, il y a un ticket minimum d'investissement qui est assez élevé, souvent de 100 000 ou 200 000 euros dans ces fonds d'investissement ou ces sociétés d'investissement. Et donc c'est assez difficile d'accès pour les gens qui ont des montants plus modestes à investir. Il y a quand même des exceptions, donc je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo, vous allez voir. Je continue avec le deuxième bloc, l'équipe de gestion. Qui sont ces personnes qui travaillent au sein des fonds d'investissement ou des sociétés d'investissement? Alors d'abord, pour vous expliquer, d'habitude dans un fonds d'investissement, l'équipe se répartit entre des associés, vraiment qui sont l'équipe de direction en quelque sorte, et ils sont épaulés dans les processus d'investissement par les directeurs d'investissement et les analystes, et ils vont ensemble réaliser les processus, les analyses des dossiers, processus d'investissement, suivi des participations et à la fin les ventes des participations. Alors d'habitude, il y a plusieurs types de profils. On trouve beaucoup de gens qui ont des grosses compétences financières et aussi juridiques. Et par ailleurs, souvent, ce qu'on retrouve au sein des associés, c'est des gens qui ont déjà eu des expériences en entreprise, qui ont déjà été à des fonctions de direction d'entreprise ou même qui ont déjà été patrons de société. Quand ils réalisent une opération, ces équipes de gestion font aussi appel à des cabinets extérieurs. Ça peut être des cabinets d'audit qui vont faire des analyses
financière et juridique sur les sociétés non cotées en question. Ils vont aussi faire appel à des avocats parce que il y a toute une documentation juridique à préparer, notamment des pactes d'actionnaires, puisque vous êtes sur des environnements non cotés, et donc il faut faire assez attention aux relations qu'il y a entre les différentes parties. Et donc il y a vraiment une composante juridique dans ce travail qui est très importante. Si vous investissez dans le private equity, ce que vous devez bien comprendre, c'est que le succès de votre investissement va dépendre directement de la qualité du travail de cette équipe de gestion. C'est pour ça qu'avant d'investir, il faut étudier un petit peu cette équipe et son historique. Donc ce que vous pouvez regarder, c'est bien sûr les CV des différentes personnes, notamment des associés qui sont dans l'équipe. C'est toujours bien d'avoir des associés qui ont des parcours un peu différents. Deuxièmement, ce qu'il faut regarder, c'est le track record, c'est-à-dire eh bien, le rendement qu'ils ont obtenu sur les investissements passés, sur les fonds qu'ils ont gérés dans le passé. Ça, c'est le deuxième point très important. Et enfin, à mon avis, ce qui est important, c'est il faut regarder depuis combien de temps ils travaillent ensemble. Est-ce que plus ils travaillent depuis longtemps ensemble, mieux c'est. S'il y a vraiment une stabilité de l'équipe de gestion, c'est vraiment beaucoup mieux. Donc, vous pouvez regarder s'il y a du turnover dans l'équipe ou pas. Et au final, sur la base de ces éléments, eh bien, vous pouvez vous faire une idée sur la qualité du travail de cette équipe de gestion. Et pour terminer, troisième bloc, quelles sont les sociétés non cotées dans lesquelles investissent ces équipes de gestion? D'habitude, on classe les sociétés non cotées dans quatre catégories différentes qui sont fonction du stade de développement de la société. Alors, on commence ici avec le premier stade, qui est le stade de innovation-création, c'est ce qu'on appelle le capital risque. Donc là, typiquement, on a affaire à des sociétés qui sont très jeunes, qui parfois commencent à faire du chiffre d'affaires, mais qui souvent sont pas encore rentables et qui ont besoin de lever de l'argent pour continuer à se développer ou pour innover, pour investir en recherche et développement. Et donc là, ce qui va se passer d'habitude, c'est que les sociétés vont faire ce qu'on appelle une augmentation de capital, c'est-à-dire qu'elles vont émettre de nouvelles actions qui vont être souscrites par les professionnels du private equity, donc par des fonds d'investissement, par exemple, de private equity qui vont investir et les aider à se développer. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, elle s'appelle le capital développement. Donc là, on est face à des sociétés qui sont un peu plus développées, qui a priori sont déjà rentables et qui ont besoin d'accélérer leur développement. Donc souvent, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont faire aussi une augmentation de capital, de la même façon qu'en capital risque, mais elles vont l'utiliser donc pour accélérer leur développement, pour aller ouvrir des filiales, par exemple, dans d'autres pays, ou pour faire de la croissance externe, c'est-à-dire pour racheter d'autres sociétés. La troisième catégorie, c'est le capital transmission. Donc vous avez sans doute entendu parler des opérations qu'on appelle de LBO, le leverage buyout. Donc le capital transmission, c'est principalement ça, hein, c'est principalement des opérations de LBO. Le LBO, ça correspond à un rachat d'entreprise avec effet de levier. Donc je vais essayer de vous expliquer ça en vous donnant un exemple très concret qui, je pense, est assez représentatif de ce type d'opération. Donc typiquement, on est face à une société qui a été créée par une personne qui arrive à la retraite, qui est encore l'actionnaire principal de la société et bien qui souhaite vendre ses parts tout simplement parce que, par exemple, il y a personne de sa famille qui souhaite continuer à diriger la société et donc lui a besoin de vendre ses parts pour pouvoir partir tranquillement à la retraite. Et donc, dans ces cas-là, ce qui se passe souvent, c'est que on réalise que les personnes qui sont les plus à même de continuer à diriger la société, à la gérer, c'est des personnes qui sont déjà des managers de la société. Ça peut être des directeurs des ventes, des directeurs opérationnels de la société. Et donc, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que ces personnes-là vont aller chercher des fonds d'investissement et également des partenaires bancaires pour organiser le rachat des parts de la personne qui a fondé la société et qui souhaite partir à la retraite. Et donc, dans ces cas-là, ils vont faire donc, cette opération de LBO. Et ensuite, c'est les cash flows les flux de trésorerie de la société qui vont permettre, dans les années qui suivent, de rembourser la dette
Et au final, c'est une opération qui peut être assez lucrative à la fois pour les fonds d'investissement, mais aussi pour les dirigeants qui ont pris ce risque-là. Donc c'est quand même une opération risquée, mais ça peut être assez lucratif. Et c'est aussi assez pratique pour le dirigeant d'entreprise, le créateur de la société, qui eh bien, souhaite partir à la retraite. Les opérations de LBO sont faites d'habitude sur des sociétés qui sont assez matures, qui ont un bon historique de rentabilité derrière elles, tout simplement pour que les personnes qui organisent cette opération financière aient confiance, suffisamment confiance dans la capacité de cette société à arriver à rembourser la dette eh bien, qui va être levée pour faire ce rachat de société. Vous comprenez bien que les conditions de crédit, le niveau des taux d'intérêt, ça a un lien direct bien sûr le développement de cette industrie du LBO. Donc ce qui s'est passé au cours des 10-20 dernières années, c'est qu'on a eu effectivement des conditions de crédit très favorables, des taux très bas, et donc mais cette industrie s'est beaucoup développée. Alors peut-être un peu trop dans ces cas-là, en prenant pas mal de risques. J'ai vu d'ailleurs que dans certains cas, aux États-Unis notamment, on a sur les opérations de LBO, comme c'est indiqué ici, eh bien des taux variables. Donc c'est quand même, surtout dans un environnement comme maintenant où les taux sont en train de remonter très vite, c'est un peu dangereux. On peut sans doute s'attendre à une augmentation des taux de défaut sur ces opérations financières qui sont quand même au final assez risquées. Ce qui est embêtant surtout, c'est que quand il y a des conditions trop favorables de crédit, eh bien, on se retrouve dans des situations où il n'y a pas vraiment de... Il peut y avoir des opérations de LBO sur lesquelles il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée qui est apportée à la société. C'est simplement des opérations qui sont réalisées parce qu'elles sont très, très lucratives à cause justement des conditions de crédit très favorables. On a vu des exemples de sociétés, par exemple, sur lesquelles il y a eu des LBO successifs, jusqu'à 4 ou 5 LBO de suite réalisés sur des sociétés, tout simplement parce qu'elles avaient de bons cash flow récurrents et donc on pouvait faire une opération facile en quelque sorte, qui était extrêmement lucrative pour à la fois les repreneurs et les fonds de private equity. Mon avis personnel sur le LBO, c'est que si on est dans des conditions normales de crédit, si les taux d'intérêt ne sont pas manipulés par les banques centrales, hein, par exemple, donc ce qui n'a pas été le cas pendant pas mal d'années, et on est en train de revenir à la normale en ce moment. Donc si ces conditions de crédit sont à peu près normales, eh bien, à mon avis, les opérations de LBO apportent une plus-value, permettent aux sociétés de continuer à se développer et ne sont pas forcément toxiques, hein, donc ça apporte de vraies solutions. Enfin, la dernière catégorie d'opérations, c'est la catégorie du capital retournement, donc le rachat d'entreprises en difficulté. Donc ça, c'est une catégorie très particulière avec un niveau de risque plus élevé, aussi des rentabilités plus élevées. Mais en termes de montants hein, qui sont alloués à ce type d'opération, on est quand même sur des volumes beaucoup plus faibles que la catégorie précédente. Maintenant, il faut qu'on parle des risques. Donc, dans cette classe d'actifs, les équipes de gestion cherchent souvent à atteindre des rentabilités assez élevées, de l'ordre de 15% par an. Donc ça, ça vous donne une indication hein, sur le niveau de risque. Il est assez élevé. Alors, il est élevé pour plusieurs raisons. On l'a déjà dit, les titres sont illiquides. Vous ne pouvez pas les vendre rapidement, hein, d'accord? Vous avez des engagements de rester actionnaire pendant une durée relativement longue. Et donc, s'il y a des problèmes, si vous avez des besoins de vendre de façon urgente, eh bien, ce n'est pas possible, ce n'est pas toujours possible. Donc ça, c'est un premier risque. Deuxièmement, comme vous l'avez vu, on est par exemple dans le domaine du capital risque sur des sociétés relativement jeunes qui n'ont pas encore prouvé qu'elles pouvaient être rentables sur le long terme. Et dans le cas du LBO, on est sur des sociétés qui sont assez endettées. Et donc, quand vous investissez, ben, il faut surveiller ce niveau d'endettement. Il faut, avant d'investir sur ce type de produit de LBO, regarder le niveau de la dette par rapport à la rentabilité de la société pour savoir si l'effet de levier n'est pas trop fort. Et enfin, dans ce domaine-là, on n'a pas d'organisme de contrôle, par exemple comme l'AMF,
qui quand même protège dans une certaine mesure les investisseurs, fait des vérifications avant que les sociétés soient cotées. Donc là, ce n'est pas le cas, vous êtes hors marché et donc il y a, pour cette raison-là, un niveau de risque supérieur. Je termine cette présentation avec sûrement la partie qui va le plus vous intéresser. Quelles sont les solutions pour investir quand vous êtes un particulier et surtout quand vous n'avez pas énormément d'argent à allouer à cette classe d'actifs? On va dire quand vous avez moins de 100 000 euros à peu près, entre 1000 et 100 000 euros à investir. Donc on va voir les différentes options qui sont possibles. Donc première option en direct. Donc là vous allez investir directement dans des sociétés non cotées. Si vous n'avez pas les contacts de sociétés qui cherchent de l'argent, eh bien la meilleure façon c'est de passer via un club d'investissement. Donc un club d'investissement, eh bien ça c'est un club auquel vous pouvez adhérer et qui va vous mettre en relation avec des sociétés qui cherchent de l'argent. Donc le principe c'est que vous avez une équipe dans ce club qui va analyser des dossiers et si elle en trouve de bons, eh bien elle va vous mettre en relation avec eux, mais au final vous allez investir directement dans les sociétés non cotées. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que cette équipe qui fait la sélection, eh bien, va être rémunérée sur cette mise en relation. Voilà. Alors, le point à bien comprendre, c'est que ces équipes dans ces clubs d'investissement, ce ne sont pas toujours des professionnels de l'investissement, ou on va dire que ce n'est pas toujours des gens qui ont une très grande expérience de l'investissement. Ça dépend des cas de figure, et donc là, c'est à vous de faire vos vérifications, d'aller voir qui sont ces gens-là exactement et est-ce qu'ils font un bon travail de sélection de dossiers. Le meilleur exemple de club d'investissement, c'est ce qu'on appelle les réseaux de business angels qui vont vous mettre en relation avec des sociétés qui cherchent à lever de l'argent. Et là, on est dans le domaine du capital risque d'habitude. Donc, ce sont des sociétés relativement jeunes. La deuxième solution pour investir dans le private equity, c'est de passer via des FCPI ou des FIP. Donc, FCPI, ça veut dire Fonds commun de placement dans l'innovation. FIP, ça veut dire Fonds d'investissement de proximité. Donc ça, c'est des fonds qui vous permettent d'obtenir une réduction fiscale sur votre investissement. Donc vous avez, par rapport au montant que vous investissez, vous allez avoir environ 25% de réduction fiscale. Il y a des montants minimums, hein, des tickets minimums d'investissement, d'habitude autour de 1000 euros. Et vous avez également une contrainte, c'est-à-dire que l'argent va être bloqué pendant une durée minimale, d'habitude c'est au moins 6 ans. Donc voilà, il y a des contraintes de liquidité, hein, comme tout, sur tous ces produits. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, il y a une contrepartie à la réduction fiscale. C'est toujours le cas. Quand vous avez une réduction fiscale, vous allez avoir des contreparties. Les contreparties, ici, elles pèsent sur les capacités à gérer l'argent, sur l'équipe de gestion. Il va y avoir des obligations d'investir dans certains types de sociétés. Donc, par exemple, des sociétés qui vont avoir un caractère innovant. Il va y avoir aussi des contraintes liées à la date de création des sociétés, à la localisation géographique des sociétés. Voilà, donc il faut bien avoir ça en tête. Il y a toujours une contrepartie et ces contreparties vont forcément limiter dans une certaine mesure les capacités de l'équipe de gestion à générer du rendement. La troisième solution pour investir, c'est de passer via un FCPR à l'intérieur de votre contrat d'assurance vie en unité de compte. Donc là, le principe, c'est que eh bien, vous allez, à l'intérieur de ce contrat d'assurance vie, venir souscrire à des fonds. Donc il y en a beaucoup qui ont été créés. J'ai trouvé un site ici qui en liste un certain nombre. Donc il y en a vraiment beaucoup, hein. Il y a beaucoup de sociétés de gestion qui ont lancé ce type de fonds de private equity. Vous voyez ici, il y a Amundi, Ardian, Eiffel, Euraseo, Nextstage. Tout ça, c'est des noms de sociétés de gestion, donc des équipes de gestion qui ont créé ces fonds-là spécifiquement pour les assurances vie. Le principe est toujours le même. Il va y avoir des tickets minimums d'investissement. Dans certains cas, ça va être 1000 euros, dans certains cas 10 000 euros. Et également, il va y avoir des durées minimum de détention, hein. L'argent va être bloqué pendant des durées minimales. Alors ça peut, au minimum, c'est 5 ans, ça va pouvoir aller jusqu'à 10 ans dans certains cas de figure. Donc là, on est à l'intérieur du contrat d'assurance vie en unité de compte. Donc moi, personnellement, je ne suis pas toujours très fan, hein, de ce type
d'investissement via des compagnies d'assurance, puisque eh bien, vous n'êtes pas directement détenteur des parts des fonds, mais c'est bien la compagnie d'assurance qui détient les parts de ces fonds. J'ai déjà fait une vidéo détaillée à ce sujet, je vais vous mettre le lien. Il va apparaître en haut à droite de l'écran et vous pourrez la voir également dans la description si vous voulez en savoir plus. Autre solution pour investir, vous pouvez passer via des actions de sociétés de private equity qui sont elles-mêmes cotées en bourse. Donc là, on est sur une catégorie un peu spéciale. Donc très concrètement, ces sociétés-là, ce sont des sociétés de gestion, des équipes de gestion dont le métier est d'investir dans des sociétés non cotées et de ensuite revendre ces participations en faisant une plus-value. Et donc ces sociétés-là se sont cotées en bourse. Donc quand vous investissez, vous achetez des actions, des parts de ces sociétés. Vous n'allez pas directement confier votre argent à l'équipe de gestion, mais vous achetez des parts et ensuite vous allez être rémunéré via eh bien, des dividendes, par exemple, que va verser la société au fur et à mesure qu'elle va vendre ses participations. Donc ça, c'est un moyen intéressant, je trouve, et sans doute plus simple d'investir dans le domaine du private equity. Si vous investissez, vous avez juste à passer un ordre en bourse. C'est comme si vous achetiez une action, donc c'est quand même plus simple que d'investir via un club d'investissement. Il y a souvent beaucoup de documentation à lire et à signer. L'autre intérêt, c'est que dans ces cas-là, les sociétés de private equity, elles ont des obligations de transparence. Donc, par exemple, ça va être plus simple pour vous d'analyser la performance historique des équipes de gestion. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est un moyen intéressant. Et il y a de plus en plus de sociétés de ce type-là qui sont cotées. Il y en a en France quelques-unes. Les plus connues en France, c'est Wendel et Eurazeo. Donc, vous pouvez aller voir. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai fait récemment une analyse d'une société de ce type-là qui est cotée en France. Donc j'ai fait ça sur mon blog Substack. Donc je vais vous mettre le lien, il va apparaître en haut à droite de l'écran. Il sera également dans la description juste en dessous. Donc vous pouvez aller voir, j'ai fait une analyse très détaillée et vous allez voir que c'est un moyen intéressant, original d'investir dans le domaine du private equity. Et dans ce cas précis, vous pouvez même le faire avec votre PEA. Je fais une parenthèse rapide pour vous expliquer la différence entre ce que je fais sur cette chaîne YouTube et ce que je fais sur le blog Substack. Sur la chaîne YouTube, je vais vraiment parler de façon générale de l'investissement, de la gestion de patrimoine, alors que sur le blog Substack, là, je fais vraiment la mise en application, c'est-à-dire que je fais des analyses détaillées de sociétés que vous pouvez aller lire et je fais également un portefeuille, j'ai créé un portefeuille sur lequel je fais des mises à jour régulières. Et donc si ça vous intéresse, ce blog, eh bien, surtout allez vous inscrire. Vous allez sur le blog Substack, vous laissez votre adresse email et ensuite vous recevrez directement dans votre boîte email chacun des nouveaux articles qui sont publiés. La dernière solution que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont les ETF. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment des ETF pour investir dans absolument tout. Donc là, dans ce cas précis, les ETF en question, ça va être des ETF qui sont à l'intérieur desquels il y a des actions de sociétés de private equity cotées. Hein, donc la catégorie qu'il y avait juste avant. C'est simplement des ensembles voilà, qu'il y a à l'intérieur de ces fonds-là et l'ETF va suivre la performance de l'ensemble de ce portefeuille. Je vais vous donner deux exemples de ces ETF parmi les plus gros qui existent sur le marché. Donc, il y en a un qui est proposé par ProShares, qui s'appelle PEX, Global Listed Private Equity ETF. Voilà, donc vous avez ici la page de présentation. Si vous voulez, si vous cherchez un petit peu, vous allez voir que à l'intérieur, il y a des noms de sociétés de gestion assez connus comme 3i Group, comme KKR. On retrouve le français Eurazeo ici, par exemple, dans cette ETF. Il y en a un autre aussi de la société Invesco. Donc c'est le Invesco Global Listed Private Equity ETF. Donc de la même façon, vous allez voir ici sur cette page, je vous mettrai le lien juste en dessous, que eh bien, il y a des sociétés assez connues hein, comme 3i Group, Blackstone, KKR. Alors beaucoup de sociétés quand même américaines. Là, dans cette ETF, il y a 42% hein, de l'actif qui correspond à des sociétés de gestion
aux États-Unis. Sur ces deux exemples, on est sur des ETF indiciels, c'est-à-dire que la stratégie est de suivre un indice. Vous le voyez ici, on a le Direct Listed Private Equity Index et sur l'autre fond, c'est le Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Donc il n'y a pas vraiment de réflexion hein, sur la qualité des équipes de gestion, sur le niveau de la valorisation par rapport à l'actif net qui est géré. Moi, personnellement, je n'aime pas particulièrement ces fonds-là, les ETF. J'ai déjà fait une vidéo spécifique à ce sujet. Je vais vous mettre le lien, il va apparaître en haut à droite de l'écran et il sera également en dessous dans la description si vous voulez en savoir plus sur les ETF. Pour conclure et vous donner mon opinion personnelle, d'abord je trouve que l'investissement en direct c'est souvent compliqué, ça peut prendre pas mal de temps et vous allez avoir sûrement du mal à avoir une bonne diversification de votre portefeuille. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, je ne suis pas trop fan des produits de pure défiscalisation. Pourquoi? Parce que je sais que eh bien, en face de la défiscalisation, il y a une contrepartie et cette contrepartie, toujours, eh bien, a un impact sur la capacité des équipes de gestion à générer de la performance. Donc ça, c'est la deuxième chose. Au final, c'est vrai que j'aime bien les sociétés de private equity cotées. Alors pourquoi? Parce que justement, comme elles sont cotées, elles doivent publier un certain nombre d'informations et in fine, on peut, avec ces informations, bien les analyser. On peut analyser la qualité de l'équipe de gestion, on peut analyser le track record, c'est-à-dire la performance historique qu'elle a délivrée sur la base des investissements qu'elle a fait. Et on peut également faire des analyses de l'actif net, c'est-à-dire la valeur des actifs qu'elle détient, et le comparer eh bien, au cours de bourse pour savoir si justement il y a une bonne décote de valorisation et s'il est pertinent d'investir. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, surtout, mettez des pouces vers le haut, faites des commentaires, partagez la vidéo. Ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître la chaîne. À bientôt. Ciao!